Voilà. Deuxième session. Donc, on va avoir de nouveau 3 articles qui vont être présentés. Vous êtes bien en train de re-télécharger le PowerPoint. Donc, cette fois-ci, la deuxième session, elle a comme intitulé « Les centres sociaux acteurs de justice sociale, enjeux de mobilisation de minorités et lutte contre les discriminations ». Nous, on avait vraiment un fort intérêt et une forte attention sur ces 3 papiers qui vont être discutés, car ils rentrent en lien avec l'axe C de notre projet fédéral. Donc, un axe C qui s'intitule « Construire une société où chacun et chacune trouve et prend sa place », avec quelques idées clés comme le lien social, la rencontre, la convivialité, mais aussi la dignité, mais aussi la lutte contre les discriminations et les dominations, la liberté d'expression et l'esprit critique, l'ouverture culturelle et artistique. Et je voulais pointer avant qu'on démarre quelques-unes des grandes lignes de cet axe-là, et peut-être déjà des éléments un peu de questionnement ou de temps qu'on va peut-être retrouver dans vos papiers. Donc, du coup, les 3 grands enjeux de cet axe, c'est 1, affirmer la primauté et la dignité de la personne. 2, agir contre les discriminations, les rapports de domination et leurs mécanismes. 3, encourager la rencontre, la convivialité et le lien. Et on trouvait ça intéressant dans le cadre du corps fédéral d'articuler la question de la lutte contre les discriminations et la question de la convivialité. Et en même temps, on retrouve dans les discussions qu'il y a eu pendant la première session quelques tensions qu'il peut y avoir entre des objectifs parfois d'aller vraiment énormément du côté du lien, de la convivialité, de la mixité, de la rencontre entre tout le monde et la question plus spécifique de l'action contre les discriminations de certaines catégories de personnes. Donc, je me dis que c'est peut-être déjà des enjeux un peu de questionnement. Et je trouve intéressant dans le document que j'ai de préparation de cet axe C du projet fédéral, on avait envie de mettre quelques définitions qui étaient importantes pour nous. Et il y a un terme où il est indiqué sur le document que j'ai sous les yeux, définition du terme rapport de domination, entre parenthèses, si on garde le terme. Parce qu'on n'était pas encore sûr, et ça a fait le débat, et finalement, on garde bien le terme, on a vraiment envie de le définir, et c'est quelque chose qui est important par rapport à notre projet fédéral. Et voilà, le fait qu'on ait des questionnements sur ce genre de choses et sur quels termes on utilise pour parler de ces sujets-là, je trouve que c'est une bonne manière d'introduire aussi les discussions qui vont avoir lieu après. Donc, du coup, 3 présentations à venir. Une présentation de Julie Garnier et Sarah Rétif, entre soi et rapports sociaux dans les centres sociaux. Une participation sous contrôle des femmes des quartiers. Un article de Hélène Balazar intitulé Lutter contre les discriminations ethno-raciales dans les centres sociaux. L'exemple de Lormont et Bourg-en-Brun. Et enfin, Valérie Cohen, prendre la parole, engagement et mobilisation de femmes dans le centre social en milieu populaire. Donc, vous avez, comme tout à l'heure, chacune 10 minutes pour présenter l'article. Et après, on va avoir de nouveau un temps un peu de questionnement et d'échange avec des gens de la Fédération des centres sociaux, puis avec le team. Voilà, je laisse la parole, Julie Garnier et Sarah. Oui, merci beaucoup. Donc, avec Julie Garnier, on va vous présenter notre article qui s'intitule « Entre soi et rapports sociaux dans les centres sociaux, une participation sous contrôle des femmes des quartiers ». Et donc, il porte sur des situations de non-mixité, plus particulièrement sur la façon en fait, dont les centres sociaux reçoivent et accompagnent les demandes qu'ils reçoivent. Et pour introduire notre on a d'abord précisé ce qu'on entend par non-mixité, par entre-soi. Donc le terme entre-soi, il est entendu ici comme le regroupement de personnes aux caractéristiques communes qui sous-entend l'exclusion en fait plus ou moins active et consciente des autres. Et ces demandes d'entre-soi reposent sur le besoin de se définir pour soi, mais également vis-à-vis des autres dans un territoire et un espace social donné. Et elles se construisent par des processus d'affiliation, par des réseaux d'interconnaissance. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'est que ces demandes-là sont perçues différemment selon les contextes,
selon les situations, les interlocuteurs et les interlocutrices. Comme le rappelle Sylvie Tissot, l'entre-soi des classes supérieures est le plus souvent valorisé, entretenu dans le secret, tandis que celui qui est mis en place par et pour les catégories populaires reste perçu comme problématique, taxé de communautarisme, et surtout quand il concerne des populations issues des migrations des anciens territoires colonisés. Dans les quartiers populaires, les formes d'entre-soi sont fortement marquées par des représentations stigmatisantes de liens communautaires, et surtout lorsqu'ils sont associés à la question religieuse et à l'islam. Donc le port du voile chez les femmes, la radicalisation pour les jeunes. Et donc dans ce contexte, nous on s'est demandé que se passe-t-il en fait quand un groupe de femmes demande à un centre social de créer un cours de langue arabe, d'accueillir des fêtes religieuses ou bien lorsque des femmes extérieures au quartier demandent à un centre social de les accompagner dans la création d'un groupe de parole pour les femmes du quartier. Donc, on s'est demandé comment ces demandes d'entre-soi au féminin sont-elles reçues, interprétées par les équipes dans les structures, et à quelles conditions aussi, et au nom de quoi est-ce qu'elles sont acceptées. Et aussi, comment en fait ces demandes-là sont appropriées par les personnes concernées et qu'est-ce que ça produit en fait en termes de rapports sociaux, de rapports de domination. Donc pour y répondre, nous on a pris appui en fait sur 2 situations d'entre-soi étudiées dans le cadre de 2 enquêtes différentes, enfin sur 2 sites pendant 4 ans, donc à Tours et dans la périphérie d'Orléans. Donc de ces enquêtes-là immersives au sein des centres sociaux, plusieurs éléments ressortent. On va essayer d'en dégager quelques-uns. D'abord, le fait que paradoxalement, alors que l'entre-soi apparaît fortement contraint par des représentations négatives, comme je disais, un négatif des liens communautaires dans les quartiers populaires, il semble quand même que en fait, ils semblent plus facilement acceptés, on va dire encouragés lorsqu'on parle de femmes de quartiers populaires, de femmes immigrées, voilà, cette catégorie de l'action publique. Un autre point, c'est que au regard de l'enjeu de faire participer les femmes altérisées, c'est au regard de cet enjeu-là, de faire participer, que l'entre-soi va être valorisé dans les centres sociaux. Et c'est un peu comme ça que ça va être justifié aussi par les équipes, notamment salariées. Et on voulait aussi dire que de rappeler en fait, on trouvait que c'était important de rappeler que les femmes immigrées, en fait, cette catégorie-là fait l'objet d'une attention particulière. Cette catégorie d'action publique fait l'objet d'une attention particulière donc de la part des politiques publiques depuis les années 80. Et ça s'est renforcé, comme explique la sociologue Marion Mali, à partir des années 2000, lorsque la question du droit et des mariages forcés émerge en fait sur la scène médiatique, faisant donc des femmes du quartier une priorité d'action publique. Donc à ce moment-là, il y a eu des dispositifs, des actions spécifiques visant l'intégration donc des femmes migrantes voilà, il y a eu la mise en place de cours de langue, des dispositifs d'accès à l'emploi, jusqu'à la création de groupes de femmes, de groupes de parole. Et c'est également au nom de la diversité aussi avec des guillemets, que l'entre-soi est légitimé dans les centres sociaux. Cet argument-là de la diversité, il est très prégnant dans les discours des initiatrices d'un groupe de femmes à Tours. Donc, ce qui motive en fait la création de ce groupe au sein du centre social, c'est de faire se rencontrer des femmes, donc à la fois habitantes du quartier et d'ailleurs,
Donc, l'un des objectifs tacites, c'était justement, par l'expérience d'aller vers, c'est l'aller vers, des femmes qui sont a priori plus en retrait, en tout cas pour qui le centre social n'est pas en espace familial. Voilà, c'est ça, c'est la parole de Alors, c'est au nom de la diversité que l'entre-soi est légitimé, mais c'est également au nom de la notion de culture et de la notion de culture prise ici dans une lecture culturaliste que l'entre-soi est accepté. Effectivement, l'entre-soi semble plus facilement compris que la culture d'origine y est perçue comme une forme d'oppression pour les femmes dans les quartiers et l'émancipation comme un premier pas vers l'intégration. On pourrait donner des exemples. Pour exemple, une animatrice explique que les ateliers avec le planning familial sont bénéfiques aux femmes en termes d'ouverture d'esprit. Je cite, et elle précise que la plupart ont été élevées au Maroc ou en Algérie, donc dans une certaine culture. Ce qu'on a remarqué également, c'est qu'effectivement, l'entre-soi est encouragé au nom de la diversité, au regard de la notion de culture, prise dans une lecture culturaliste, et en même temps que la participation des femmes, ici altérisées, eh bien, elle embarrasse. Cet embarras, eh bien, il a pour effet de générer, ce qu'on a observé, une participation encadrée, pour ne pas dire contrôlée, c'est le titre de l'article. Et c'est notamment le cas en périphérie d'Orléans lorsque l'équipe accepte la création de cours de langue arabe qu'à la condition de faire respecter, on pourrait dire, une interprétation restreinte des valeurs de la mixité et de la laïcité qui ne reconnaît pas l'expression des intérêts particuliers, refus d'un enseignement religieux, remise en question de la non-mixité des groupes. La participation est encouragée, elle embarrasse, elle ne permet pas, je souligne parce qu'on observe, elle ne permet pas toujours de prendre en compte les perspectives des minoritaires. En effet, les femmes rencontrées ne se sentent pas toujours entendues dans leurs revendications. Alors, peut-être on pourrait préciser par entendues dans leurs revendications collectives, comme nous l'explique par exemple Malika, née au Maroc, âgée d'une 50aine d'années, qui fréquente le cours d'arabe ainsi que le centre social près de 30 ans. Elle affirme, en fait, les cours d'arabe, c'est juste pour apprendre. Nous, on n'aime pas les sectes, on n'est pas là. Voilà, elle critique, en fait, cette représentation d'une non-mixité de genre portée par, en fait, le groupe majoritaire qui est associé aux femmes des quartiers de confession musulmane. Voilà, qui leur renvoie une identité culturelle et une forme de repli. Ensuite, cette participation, elle est encouragée, je l'ai signalé, elle ne me permet pas de prendre en compte les perspectives des minoritaires et puis, de surcroît, elle invisibilise, on pourrait dire, les expériences des minoritaires, les expériences de minoration ethno-raciale. Autre exemple, au sein du quartier des femmes à Tours, des sujets comme le racisme, des sujets comme les questions religieuses sont régulièrement contournés. Je vais donner un exemple. Lors d'une séance sur la place des femmes dans le quartier, la discussion est libre, elle porte sur le poids des regards des hommes, elle porte sur les lieux à éviter, elle porte sur le rôle des vêtements pour rester invisible. Et puis, il y a une prise de parole d'une femme blanche à la retraite, originaire d'Espagne, qui alors conteste les points de vue exprimés et dit « mais c'est pas possible, tout le monde a le droit de s'habiller comme on veut, on peut porter ce qu'on veut sans se cacher, etc. » Et à la fin de cette prise de parole, eh bien, les autres participants n'ont pas souhaité poursuivre la discussion. Et là, il y a de la part des organisatrices une reprise de la parole. Et on voit à ce moment-là qu'il y a une forme de silence qui se fait, une forme de silence sur certaines questions jugées sensibles. Et là, qui n'est pas forcément intentionnel, mais qui, voilà, on n'ignore pas les expériences, les oppressions subies, mais on fait le choix de favoriser l'expression des points de vue pacifiés. Pour conclure, nous avons observé qu'il y a bien une forme d'ambivalence de la part des centres sociaux. Une ambivalence à vouloir faire participer les femmes des quartiers, sans pour autant reconnaître leur expérience, en tout cas leur expérience peut-être à l'échelle collective, là, ni vouloir que cette participation fasse du bruit. Il y a là on pourrait dire, une participation, la participation des femmes des quartiers, elle serait d'autant plus favorisée qu'elle permet une meilleure représentation de la diversité culturelle dans les centres sociaux, celle-là même qui est valorisée par les politiques publiques.
République. C'est la même qui est garante de bonnes pratiques en matière de participation. Seulement, quand les femmes des quartiers s'en mêlent, quand les femmes des quartiers prennent la parole, eh bien, il y a une forme de surdité qui revient. Leur parole est, pourrait-on dire, légèrement voilée, détournée. En tout cas, la parole, leur parole n'est pas suffisamment entendue elle invisibilise les oppressions, elle freine les mobilisations, les mobilisations collectives, elle ne permet pas de mettre en mouvement. Je m'arrêterai là. Je pense que nous avons tenu le temps. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Ça marche? Donc là, moi, je vais présenter un article que j'ai écrit avec ma collègue Annette Curel, mais qui n'a pas pu venir ce jour à nous. Cet article est issu, en fait, relate deux enquêtes de terrain. On a mené toutes les deux dans le cadre d'un projet coordonné par Julien, le projet financé par l'ANR et qui s'intitulait EDIPA, expérience de discrimination et on a d'ailleurs écrit un livre à 14 mois, on a 7 mois, on n'est pas en texte, mais à 7, on était 7, du coup, à l'écrire, qui s'appelle donc voilà, si vous voulez en savoir plus aussi et avoir d'autres enquêtes sur dans ce livre, on a étudié plusieurs mobilisations, d'ailleurs, dans les centres sociaux, dans d'autres villes de France que celles de Lorient et Pantin, dont je vais vous parler. Dans cet article, on s'est posé la question à la fois comment ces mobilisations ont-elles pu avoir lieu, alors qu'on les estimait assez improbables, et d'autre part, est-ce qu'elles ont produit, et très rapidement, comment elles se sont arrivées. Et donc, c'est en fait deux expériences qui ont quand même pas mal de points communs. C'est pour ça aussi qu'on les étudie ensemble. Elles ont comme point commun de mobiliser, d'avoir créé un collectif de jeunes dans deux quartiers populaires, donc à Lormont, banlieue bordelaise, et à Pont-Velin, banlieue lyonnaise, autour des discriminations ethno-raciales et des jeunes concernés par ces discriminations, et d'avoir mobilisé ce collectif sur un assez long terme, plusieurs années, quasiment 5 ans, on va dire, dans notre cas, donc pour des jeunes qui, pour la plupart, étaient mineurs au départ et à la fin étaient majeurs. Voilà, on peut dire que c'est quand même assez long. Et elles ont aussi comme particularité le fait d'avoir mené à une forme quand même assez loin en termes d'empowerment, en termes de politisation, du coup, d'une bonne partie de ces jeunes. Et elles ont aussi comme particularité, mais bon, ça c'est moins l'enjeu ici, d'avoir pris fin de manière un peu brutale. L'émergence en fait de ces deux mobilisations, nous on les a rattachées à d'abord un facteur plutôt institutionnel, alors institutionnel dans le sens où il y avait un soutien, il y avait une concordance, en fait un alignement, on va dire, de motivation et d'intérêt de la part des institutions autour des deux centres sociaux qui ont hébergé ces mobilisations. Et surtout la présence dans ces deux centres sociaux de deux entrepreneuses de cause, l'une directrice, l'autre animatrice du pôle ado du centre social côté Morvan. Et nous, on a estimé que voilà, sans ces entrepreneuses de cause, ces mobilisations n'auraient pas pu perdurer aussi longtemps et aller aussi loin en termes d'empowerment, de politisation du groupe mobilisé. Après, voilà, c'est pas une preuve pour autant, mais c'est une hypothèse je pense qu'on fait. Et du coup, voilà, deux visions de l'éducation populaire vraiment politique qui s'expriment à travers deux carrières assez différentes pour ces deux femmes, mais on a dressé quand même des parallèles et qui ont en fait arrivé à un moment et se disent mais en fait il faut mobiliser, si on veut lutter contre les discriminations, déjà le fait de se dire en fait la lutte contre les discriminations dans les quartiers populaires est hyper importante et il faut arrêter de la mettre sous le tapis comme on a tendance de le faire en France.
Et cette lutte doit passer par les premiers concernés. Et du coup, voilà. Alors, effectivement, avec cet enjeu de l'empowerment qui vient quand même d'une personne extérieure qui estime que savoir mieux que les jeunes ce sur quoi ils devraient se mobiliser. Et dans un cas, le cas de Lormont, c'était vraiment le cas. C'est-à-dire que suite aux émeutes de 2005, il y a eu plusieurs tentatives de la part du centre social de Lormont d'essayer de mobiliser les jeunes sur les questions des quartiers populaires, du rapport à la police, voilà. Et 5 ans après les émeutes, elle décide quand même de mettre les pieds dans le plat en faisant une semaine artistique autour des discriminations qui termine par un débat. Et en fait, à la fin de ce débat, les jeunes ont fini par prendre conscience que c'était un problème collectif partagé. Vraiment, voilà, ça a été des moments que les jeunes nous ont raconté à posteriori, vraiment de révélation et de choc, de se dire, mais en fait, ces problèmes qu'on vivait individuellement de nos côtés, on s'est rendu compte grâce à cette soirée débat. Et sûrement grâce à ce parcours artistique proposé par le centre social, voilà, avec cette thématique des discriminations. Et ça a été un choc de se dire qu'en fait, c'était collectif et que derrière, il y avait un problème du coup, qui était structurel. En fait, c'était pas de notre faute personnelle, mais qu'il y avait un vrai problème. Et ils vont débattre ensemble de qu'est-ce qu'on fait. Donc ça, autant la directrice du centre social avait organisé cette journée avec la complicité du délégué du préfet, d'un fonctionnaire de la DRJSF qui était, voilà, les trois étaient très motivés pour aller à fond sur ces questions de discrimination, ce qui était pas forcément, c'est pas toujours le cas. Mais par contre, elle ne préjugeait pas de la suite. Et c'est vraiment lors de ce débat collectif que les jeunes vont se dire mais il faut qu'on fasse quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire et là, voilà, on va essayer de se réunir collectivement tous les vendredis. Et là, ils vont être quand même accompagnés par plusieurs salariés du centre, et notamment la directrice, qui vont les orienter vers des formateurs comme Olivier Noël, Saïd Bouamama, qui vont venir à plusieurs reprises les accompagner dans la découverte un peu de qu'est-ce que c'est que les discriminations, qu'est-ce qui existe déjà comme l'initiative contre les discriminations, d'où ça vient, les causes. Et assez rapidement, ils vont s'orienter vers un des problèmes, c'est les cours d'histoire qu'on a, ils étaient tous à l'époque, soit au collège ou au lycée, et c'est des cours d'histoire qui n'ont pas été décolonisés et on nous présente comme des immigrés alors qu'on parle de notre histoire alors qu'on est des Français. Et on devrait parler aussi de l'histoire on devrait aussi parler de notre histoire et du coup des luttes, notamment de décolonisation, d'indépendance des différents pays anciennement colonisés par la France. Donc voilà, c'est vraiment cette trajectoire-là qui va finalement mener à une autonomisation quand même relative de ce groupe-là. Parallèlement, ce qu'on a étudié à Vaux-en-Velin, on a aussi là l'initiative de l'animatrice du Bolado qui va rencontrer Anaïk Puren, parce que le centre social est proche de là où on travaille, la N2 à Vaux-en-Velin. Et dans le cadre de la présentation du plan de lutte contre la discrimination de la ville de Vaux-en-Velin en 2015, on est quand même un peu plus tard. Et là, elles vont se dire collectivement qu'il y a quelque chose à faire parce que ce plan de lutte est finalement stigmatise les jeunes des quartiers populaires en luttant avant tout contre l'antisémitisme qui serait censé porter. Et du coup, vont essayer de développer, dans le cadre de la recherche d'État, une recherche participative, dans l'idée, du coup, de former les jeunes à mener cette recherche sur la discrimination sans préjuger de ce que ça va donner. Et en fait, c'est un peu la même chose qui se passe, c'est-à-dire qu'en menant cette recherche sur les discriminations, en se rendant compte que c'est une expérience partagée par nombreux de leurs pairs dans la ville, et donc aussi par eux-mêmes, qui vont avoir envie en fait de s'engager donc dans ce qui deviendra une recherche-action et de s'engager là surtout sur la question des ce qui revient plus dans la recherche du rapport avec la police. Donc dans les deux cas, ces groupes de jeunes ont mené une enquête expérimentale qu'on a effectivement comparée à l'enquête sociale de Dewey et qui va vraiment la conscientisation va être assez forte. Ça va aller vers des actions un peu d'interpellation de la police d'une part avec
des organisations de soirées débat. Alors, c'est de l'interpellation réciproque, hein, et il y a aussi une interpellation de la police, mais de plein d'autres acteurs dans un séminaire organisé par le collectif Vivre Ensemble l'égalité à côté de Lormont. Et l'organisation assez fréquente d'interventions dans des lycées, de théâtre forum, et la réalisation d'un petit film autour de décolonisons l'histoire, de la thématique décolonisons l'histoire, et la mise en avant de personnages historiques importants des luttes décoloniales. Voilà, je ne prends pas le temps de vous dire que les deux ont finalement échoué du fait qu'on a quand même rapidement, hein, mais en gros, quand on va trop loin et qu'on se met à parler de racisme d'État, en France, c'est critiquer le fondement de l'universalité et de l'égalité idéalisée enfin, dans la philosophie politique française. Et du coup, voilà, les institutions finissent par, quand elles n'ont pas été emmenées dès le départ, en fait, dans ce partenariat, comme par exemple les délégués de cet-échange, ou alors quand les jeunes prennent un peu trop de pouvoir et trop d'assurance, parce que aussi les institutions ne sont pas habituées à ce qu'un des critères d'évaluation, ce soit le pouvoir d'agir, le besoin du pouvoir d'agir des jeunes. C'est pas fait comme ça, voilà, dans les partenariats. Et ben voilà, dans les deux cas, ça a capoté pour des raisons un peu différentes, mais autour de ces enjeux-là. Ouais, tu peux en rajouter. Alors, je compte sur ça. Bonjour et merci aussi de m'avoir invité. Là, vous m'entendez? Oui. Vous voulez comme ça? Parlez fort. Si je vous parle comme ça, c'est bien? Non, je parle comme ça. Ok. Donc, je vais vous présenter quelques points de l'article dans la revue Participation qui s'appelle donc Prendre la parole, engagement et mobilisation de femmes d'un centre social en milieu populaire. Donc moi c'est un article qui s'appuie sur un travail d'enquête dans un centre social où j'ai eu la possibilité de suivre deux initiatives. Donc la création, donc on est dans une cité populaire, donc la création d'un journal et un collectif contre les violences, qui avait pour objectif de lutter contre toutes les violences, aussi bien celles qui provenaient de la police que celles qui existaient au sein du quartier. Alors le journal, c'est pas seulement un journal, effectivement une activité d'écriture, c'est aussi un espace d'échange. Qui va organiser tout un ensemble de réunions, d'actions. Donc, il y a des formes de mobilisation collective autour de ce journal. Donc, moi, quand j'arrive, le journal est déjà existant et au fur et à mesure du terrain d'enquête, il va y avoir la formation de ce collectif contre les violences. Alors, ces deux collectifs, ces deux initiatives sont portées par des femmes de classe populaire qui, dans leur majorité, sont issues de l'immigration et notamment de l'immigration maghrébine, qui rassemble environ, il y a un petit noyau dur de femmes, de rédactrices dans le journal qui peut varier de 5 à 10 personnes. Pour le collectif de femmes contre les violences, c'est un peu plus important, mais c'est surtout que ces femmes ont la capacité de mobiliser un nombre assez conséquent de personnes, parfois dans un temps très très court. Donc moi, ce qui m'a intéressée, c'était de comprendre la formation de ces collectifs, un petit peu comme tu viens de le faire, mais aussi de comprendre quel était le rôle du centre social dans la formation de ces collectifs. Aussi dans un contexte où finalement c'est des groupes qui sont assez peu étudiés, où les femmes de classe populaire sont vues comme des figures qui ne seraient jamais engagées, passives, des femmes particulièrement soumises si elles portent le voile. Donc c'est autour de ces questions. C'est des questions en fait qui m'ont intéressée dans cette enquête. Alors, ce que je ne dis pas dans l'article, mais qu'il faut quand même que je vous dise, c'est que c'est des questions, quand j'essaie de trouver des éléments qui sont un peu des hypothèses, parce que c'est une étude de cas, je m'appuie aussi sur un autre terrain que j'ai fait sur un centre social en milieu populaire, où j'ai pu voir des formes de résistance de femmes, mais qui ne vont pas construire de collectif. Et c'est aussi ça qui m'a fait, il y a une comparaison comme ça que je ne fais pas dans l'article, mais qui, moi, m'a aidé à penser pour soulever tout un ensemble de choses. Alors, sur la question du rôle des centres sociaux, il y a quelques caractéristiques, on peut en faire des hypothèses, ça reste le cas. Hein.
Mais des caractéristiques qui me semblent importantes, c'est déjà la question de l'équipe professionnelle. Donc là, on a un centre social avec une équipe qui est sur place depuis un certain nombre d'années, en dépit des formes de précarisation de l'emploi. Il y a quand même une équipe qui dure dans le temps, qui connaît donc très très bien la population. C'est des gens qui viennent de l'éducation populaire, même avec des trajectoires différentes. Il n'y a pas de trajectoire politique au niveau des directions, comme par exemple tu viens de le faire. Mais pour autant, il y a une grande autonomie dans le travail qui est laissé aux salariés. Il y a une sorte d'accord, même si l'équipe est hétérogène, sur un certain nombre de valeurs, et notamment sur le fait d'accompagner des projets d'habitants, de ne pas imposer des projets. Donc ça, je crois que c'est la première chose importante. La deuxième chose, c'est que c'est un centre social où il y a différents espaces d'échange. Je crois que déjà que c'est une caractéristique importante qui est déjà des espaces d'expression. Là, il y en a plusieurs, où les mères de famille, aussi bien dans le centre de loisirs, il va y avoir aussi un café des parents, des espaces qui sont assez différenciés, mais où il est possible d'échanger. Héloïse l'a dit tout à l'heure, hein, les centres sociaux, il y a une spécificité, c'est la circularisation dans les espaces, mais je dirais qu'il y a autre chose qui va être assez déterminant, c'est le fait que les femmes puissent s'approprier ces espaces. C'est-à-dire que ce ne soient pas des espaces très configurés avec des intentions imposées, mais qu'elles puissent vraiment s'approprier. Et c'est ce qui va se passer dans ce centre social, où c'est dans le cadre d'un café des parents, mais qui ne traite pas vraiment de parentalité au sens strict du terme, qui traite beaucoup plus des préoccupations de ces mères de famille concernant leurs enfants, concernant justement la stigmatisation dans la cité qui va être de plus en plus importante, notamment dans un contexte de post-attentat, qui s'inquiètent de devenir des enfants, du trafic de drogue, des violences policières, etc. C'est là qu'émerge d'abord l'idée de faire un journal pour traiter de tout ça, et puis après, plus tard, le collectif contre les violences. Alors, ces femmes, je me suis intéressée à une rencontre entre ce centre et ces femmes. Ces femmes, elles sont souvent présentées comme des femmes extraordinaires de la part des personnels, des étudiants, des sociologues. On les présente comme des femmes exceptionnelles, extraordinaires quand on les voit. Moi, ce que j'ai cherché à comprendre, c'est qu'elles ne sont pas si extraordinaires que ça. Elles ont des caractéristiques assez proches des femmes du quartier populaire dans lequel elles sont. Mais souvent, quand les femmes font des actions, et notamment si c'est des femmes qui sont racisées, on trouve ça tout de suite vraiment très, très surprenant, très exceptionnel. Mais ces femmes, elles n'ont rien d'exceptionnel dans le sens où elles vont se retrouver dans le centre social, dans la continuité d'un travail domestique relativement ordinaire. Alors, on va reprendre le passage des maisons. Là, j'avais pas suivi Catherine des 3 maisons tout à fait, mais j'ai plutôt essayé de voir leur action dans le prolongement de ce travail domestique qui va déborder le domicile. C'est sans doute là encore un point d'appui des centres sociaux. Jérémy, tu disais tout à l'heure que ça pouvait être un facteur de dépolitisation, le fait que ce soit dans l'extension du domicile, mais aussi on peut y voir précisément un support d'engagement pour ces femmes qui vont pouvoir circuler de manière relativement légitime dans cet espace semi-public qui est d'une certaine manière le centre social. Faut-il encore qu'elles rencontrent des espaces dans lesquels elles puissent dire ce qu'elles ont à dire et partager avec les autres. Donc c'est ce qui va se passer. Au départ, elles diront pour des questions liées aux enfants, très souvent, ou sur des questions administratives liées à leurs conditions d'existence précaires. Et puis, elles vont rencontrer donc d'autres espaces, mais elles vont s'exprimer avec ces femmes comme elles le font à la sortie de l'école, au marché, sauf que là, le centre social devient un espace justement d'extension de cet échange où ça devient possible. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce qu'elles vont faire dans ces collectifs? Il y en a une qui dit, il me reste 3 minutes pour expliquer ce qu'elles vont faire, donc qui dit, en fait, nous, on va faire notre politique. Elle dit ça en réaction à la politique institutionnelle, et là où elles insistent beaucoup, c'est il y a tout un travail autour de la parole. C'est-à-dire comment on fait pour se parler, s'entendre et faire parler ceux qui donc ne sont pas écoutés. Donc ça repose, je vais être assez rapide, peut-être tout à l'heure je pourrai un peu plus développer, mais ça repose sur une organisation du travail qui leur donne pas mal d'autonomie. Donc le centre social, par exemple, va mettre à disposition un espace hebdomadaire pour elles, avec une animatrice dédiée, il y en aura une autre qui pourra les aider pour le journal, donc leur donner des moyens, avoir un fonds social des habitants pour avoir quand même une enveloppe budgétaire, refuser par exemple le CA et un droit de regard sur les articles qui sortent, sur les numéros qui sortent, donc ça passe par ça, par une animatrice qui finalement s'efface en permanence pour laisser la place à ces collectifs de femmes.
Ça passe par des apprentissages aussi, faire des formations pour animer des débats, faire du portage de parole, dont certaines vont se saisir, mais ça passe aussi par leurs propres ressources, qui sont des ressources propres à leur classe sociale, à leur genre, mais aussi, on pourrait dire, à leur race, parce qu'elles ont une capacité aussi à une proximité avec les habitants de la cité qui va permettre justement un certain nombre d'échanges, de rencontres, etc. Donc ça, c'est quand même le point le plus important. Et l'autre point, et après je m'arrête, je pourrais pas parler des limites, mais c'est vraiment cette idée de se rassembler sur des actions autour de leurs préoccupations à elles, et c'est des préoccupations de mères, de familles, de quartiers populaires. C'est-à-dire que c'est pas des mobilisations de femmes, elles sont pas sur des problématiques féministes, mais vraiment sur des problématiques de mères, et quand elles réalisent, c'est pour leurs enfants. Et c'est ça qui va être un ressort d'action collective. Alors c'est des actions très discrètes, on peut parler de mobilisation discrète. Parfois, ça peut rencontrer de l'action collective, mais c'est d'abord très discret. C'est s'interposer quand il y a la police qui arrive dans le quartier. C'est se poser des questions sur, tiens, peut-être que si on agit sur la formation professionnelle, il y a un lycée professionnel dans le quartier, si on fait des rencontres, on amène les jeunes, ça peut être bien pour eux. C'est des choses comme ça, des petites choses où elles se disent, tiens, il y a un arrêt de bus, il y a beaucoup plus de dégradation de l'eau, pourquoi, on s'interroge. Je trouve qu'il a été rebaptisé il n'y a pas longtemps, avec, bon bref, je ne peux pas vous décoller, mais il y a des petites actions très concrètes et elles apparaissent, dans mon sens, en termes de portée, elles deviennent une sorte de gardienne des lieux, c'est-à-dire d'un travail de protection qu'on associe souvent à cette question de travail du care des femmes, de protection qui dépasse finalement l'espace du possible pour être dans un espace du quartier avec évidemment tout un ensemble de limites sur lesquelles nous avons. Depuis comme tout à l'heure, je propose à cette fois-ci à Magali et Isabelle de venir, Magali Chapaniel et Isabelle Zeller. Je vous laisserai vous présenter rapidement. Peut-être que on peut mettre les deux chaises ici pour qu'elles soient à côté. Et du coup, de la même manière, il y a un temps. Oui, plutôt de ce côté-là. Par rapport à la caméra, peut-être mieux parler. Ah non, peut-être. La caméra, là-bas, ça va. Oui, mais le son sera mieux. Je pense que c'est une utilisation. Est-ce qu'on tente de bouger la caméra? Mon cœur balance. Allez-y. Je laisse mettre Il est 24, donc on a 35 minutes, donc une petite vingtaine de minutes comme tout à l'heure, et après on aura un quart d'heure de temps d'échange un peu plus libre. Ça va être un peu serré pour qu'on finisse dans les temps. Mais voilà, je vous laisse la parole si vous pouvez vous présenter aussi. Bonjour à tous, donc Isabelle Zeller, je suis bénévole à la Fédération nationale des centres sociaux, au conseil d'administration. Et bonjour, Magali, salariée à la Fédération des centres sociaux. Je ne sais pas qui pose la première question. On va aller vite. Donc, on avait une question pour l'article de Julie Garnier de Sarah Rétif sur en quoi les espaces en non-mixité de genre participent-ils à l'émancipation des femmes du quartier? Ça me semblait quelque chose d'intéressant. Ouais, On les fait toutes. Et hop, je vais prendre une petite sèche. C'était autour de l'article des expériences à Lormont et Vaux-en-Velin. On repère, et vous l'avez redit dans votre présentation, un peu deux conditions qui permettent quelque chose d'improbable d'arriver. On en rajoutait une troisième, nous, c'était aussi l'accompagnement et la place des chercheurs et du monde universitaire dans ce parcours, comme partie prenante, pas uniquement juste là, mais partie prenante. Et du coup, une des questions, c'était est-ce que comment on pourrait essaimer ce genre de choses, y compris si toutes les conditions n'étaient pas réunies? Est-ce qu'on a soit des exemples, soit des pistes autour de ça? Oui, la troisième. Qui s'adresse à Valérie Cohen, donc sur les groupes d'habitantes qui créent leurs propres espaces, et vous dites pour s'écouter, se parler et faire parler les autres. Quelles sont les caractéristiques de ces groupes? Comment se distinguent-ils des cadres institutionnels et comment ces espaces se déploient-ils?
Oui, on en a d'autres, mais on les avait priorisés. C'est comme on fait un exercice sur les priorités avec cette fête. On fait appliquer à nous-mêmes. Du coup, je propose un premier temps de réponse et puis après on ouvre à nous. Oui. Oui, reste aussi, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vais essayer d'y répondre parce que non, ça va mieux. Merci. Je vais essayer d'y répondre. Alors, la question, pourquoi les espaces de non-mixité permettent l'émancipation des femmes ou de genre alors, elles permettent, alors, ma réponse il faudrait mettre en regard ma réponse avec une plus grande diversité de cas, c'est vraiment très intéressant sur d'autres aussi territoires ou d'autres configurations, mais on a observé qu'effectivement, bon, c'est pas ce qu'on a développé tout à l'heure avec Sarah, mais dans l'article, on peut voir que ça permet l'émancipation des femmes à l'échelle individuelle. Avec quelques exemples, ça favorise, il nous semble que ça permet l'apprentissage on pourrait dire, de nouvelles habilités sociales et politiques. Ça encourage ou favorise l'expression, en tout cas l'expression, la prise de parole. Ça a permis quand même, ça a encouragé quand même peut-être à un autre niveau, ça a encouragé une autre forme de visibilité des femmes dans l'espace public, à l'occasion très précisément d'événements. Ça a favorisé l'ouverture de nouveaux réseaux, de nouveaux liens, qu'on qualifie de liens faibles. Mais ce qu'on a observé, c'est que ça ne permettait pas l'émancipation, la mise en mouvement d'un collectif. À l'inverse de ce qu'a observé, de ce qu'on a expliqué Hélène sur la question de lutte contre la discrimination. Et sans doute que là, ça vient aussi, ce qu'on a observé, ce sont des groupes de femmes qui ont émergé relativement récemment. Et puis, il y a sans doute, je partage l'hypothèse proposée par Hélène, c'est vrai que dans les situations observées avec Sarah, il n'y a pas d'entrepreneuse de cause. Et par ailleurs, dans les deux situations, c'est deux situations un petit peu différentes sur l'histoire de ces groupements de groupes de femmes, parce qu'il y a un groupe de femmes qui émerge, et Sarah pourra compléter à la demande des femmes et du quartier, dans le cas de langue arabe, mais tu pourras compléter. Et dans l'autre cas, il s'agit d'un café des femmes classique, en fait, et qui émerge à la demande du bénévole du centre social. Sarah, oui, parce que en fait là, ce que je présentais sur le cours d'arabe, à l'origine, c'était un groupe de femmes, un groupe de parole, un peu comme le présente, un peu comme je dis, le groupe de femmes à Tours, plutôt dans le début des années 2000, et après ce groupe de femmes qui était un groupe d'échanges, de discussions, mais en même temps de la couture, de la cuisine, visait l'émancipation. Donc on voit quand même qu'on reste sur des activités voilà, enfin, traditionnellement associées au féminin. Et donc voilà, donc il y avait ce groupe de femmes, enfin ce groupe femmes, ça s'appelait. Et ensuite il y a eu, enfin voilà, enfin, je crois que c'était par arrêt de subvention, par de financement. Et mais ces femmes-là, enfin, plusieurs d'entre elles sont restées dans le centre social et on fait cette demande d'organisation de cours d'arabe et voilà, plusieurs demandes au début d'être seulement entre femmes. Après ça a été refusé, enfin ça a été accepté puis refusé. Bon, peut-être juste sur la question de l'émancipation, je pense que ce que moi j'ai du coup mené surtout l'enquête du côté avec les salariés aussi, mais du côté des femmes, et ce que je pouvais voir, c'est que quand la motivation là, de suivre ces cours de langue arabe, c'était en partie pour certaines de pouvoir transmettre aussi l'éducation, une éducation religieuse aux enfants, et de prendre une place en fait dans cette activité-là, enfin
enfin, voilà, elles expliquaient comment jusque-là, c'était plutôt le père, voilà, leur conjoint qui transmettait notamment le Coran. Mais voilà, donc ça c'est pas, c'est très rarement perçu justement comme une forme d'émancipation hein, du point de vue des salariés, des bénévoles, enfin, surtout des salariés des centres sociaux. Voilà, c'est un peu ça. Je crois qu'il faut vraiment insister sur la dimension individuelle. Dans les deux cas, dans cette situation, il y a vraiment, comme ça a été rappelé ce matin, effectivement, le fait que ces femmes, elles peuvent circuler d'une activité à une autre, qu'elles vont accéder, elles vont être participantes, elles s'approprient le centre social, elles accèdent aussi, elles deviennent bénévoles, elles peuvent, dans certains cas, accéder au CA. Donc là, vous pouvez y voir peut-être une émancipation, mais il n'y a pas, il ne peut pas émerger des expériences, des besoins collectifs. Peut-être que je leur avoue justement, enfin, nous, on ne s'est pas vraiment posé la question, est-ce qu'il y a émancipation ou pas? Enfin, c'est le premier truc. Et aussi, justement, c'était jamais vu, enfin, ces mouvements-là de femmes sont jamais vus, en fait, comme un espace d'émancipation. Enfin, en tout cas, on espère, mais en tout cas, ce qu'elles font pour l'instant, non, c'est, enfin, pour les salariés, en fait, non, c'est pas ça, en fait. On fait du tricot, non. C'est pas de l'émancipation, surtout qu'on reste contre nous. Elles sont aussi des situations qui étaient expérimentales au moment où elles ont été étudiées. C'était émergent. Alors, pour répondre, essayer de répondre, merci d'abord pour la question. Sur la question de l'essaimage, alors, par exemple, la mobilité entre les centres sociaux, l'ancienne animatrice Nicolas Lalo a changé de centre social. Et là, du coup, elle anime un nouveau groupe de jeunes qui va partir notamment à Londres pour se former au community organizing et voilà, sans préjuger des campagnes qu'ils vont ensuite vouloir mener. Non, la mise à part, il y a, je pense que si on reprend là les hypothèses qu'on a faites sur il faut qu'il y ait une facilitation des institutions. Ça me semble quand même assez important. Donc, le problème, c'est que c'est dur de les maîtriser, mais voilà, ça veut dire que c'est un peu ce que fait la fédération au niveau national, hein, de faire un petit lobbying, de déployer pour faire bouger les institutions. C'est plus possible à l'échelle locale, quand on a une partie des institutions auxquelles les centres sociaux rendent compte dans le cadre de centres sociaux financés par la municipalité, les collectivités locales. Et pour revenir à ce qui a été dit en première partie, je pense qu'on dit souvent que le financement public est un frein. Mais pour moi, ça ne fait pas du tout vu comme un frein, c'est plutôt un atout, parce que moi, je pense que la démocratie, elle doit être financée par les sous publics. Ça serait un gros problème que ça soit financé par des mécénats privés, ou même que ça aille vers la commercialisation des centres sociaux, ce qui est en train de se passer en Angleterre, pour les quelques rares centres sociaux qui restent. Ils en sont à louer leurs locaux pour des mariages, pour des séminaires d'entreprise, à vendre des choses. Enfin voilà, on en est là, quoi. Donc nous, au contraire, il faut défendre le financement public, mais il faut que ce financement public change la manière d'être, on change la manière dont on est redevable de ce financement public. Et ça c'est possible notamment avec la création, par exemple, de fonds d'interpellation citoyenne. On va tester ça dans la ville de Villeurbanne. Ils sont partants, le service politique de la ville, pour tester comment on peut promouvoir et soutenir l'interpellation, notamment via les centres sociaux. Donc, c'est des choses qui sont, on va voir. Voilà. Et par ailleurs, il y a aussi changer les critères, en fait, reconnaître le fait que si c'est un groupe qui était autonomisé, c'est bien, au contraire, de reconnaître aussi ça comme des critères de réussite de l'action publique. Donc là, voilà, il y a tout un travail à faire. Il y a aussi le fait peut-être de former, continuer à former, à accompagner les professionnels à l'éducation politique, l'éducation politique, au community organizing, que sais-je, voilà, ces méthodes. Et peut-être du coup le valoriser aussi à travers des fiches de poste qui valorisent ce type de profil-là. Et enfin, je pense aussi, pour revenir sur un frein qui est souvent évoqué à la politisation dans les centres sociaux,
qui a été réévoqué là pas ce matin, tout à l'heure, qui est que les centres sociaux misent avant tout sur la convivialité. Et encore une fois, je pense que la convivialité, ça peut être un atout pour politiser, pour aller vers des formes de contestation conviviale, fait que on a besoin de ça. C'est pas pour rien que dans les manifs, on aime bien quand il y a des fanfares, quand il y a des batucadas, de la danse, des barbecues et compagnie. Et ça peut tout à fait, on peut tout à fait allier cet enjeu et ce besoin de convivialité à des formes de contestation et des mobilisations de jeunes qui elles ont perdurer dans le temps, c'est aussi parce qu'elles ont su conjuguer politisation et convivialité plus. Voilà. Bien. Alors, sur les caractéristiques de ces groupes, alors ça dépend quel type de caractéristiques on tient compte. Bon. La première chose que je n'ai pas développée tout à l'heure, c'est le fait que ces groupes de femmes, les deux collectifs en l'occurrence, refusent toute forme d'institutionnalisation. C'est très très fort. C'est-à-dire, par exemple, quand on leur dit votre association, elles disent ah non, 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 on n'est pas une association. Quand on leur dit oui lors de la dernière réunion, elles disent ah non, 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 on ne fait pas des réunions. Donc tout le vocabulaire, toutes les catégories qui pourraient se rapprocher de la forme politique, institutionnelle, etc., elles s'en méfient énormément. Elles se méfient d'abord de beaucoup on dirait, d'étiquettes qui les enfermeraient. Donc il y a une certaine informalité comme gage de liberté d'expression. Je dirais ça un peu comme ça. Première chose. Deuxième chose, c'est pas des groupes de copines, c'est des femmes qui fréquentent le quartier depuis longtemps, mais qui se sont déjà vues, mais elles ne sont pas, il n'y a pas de lien préalable. Hein. Elles se construisent dans ces collectifs. C'est des collectifs qui reposent exactement cette question de la convivialité est très importante parce que ça repose beaucoup sur de la convivialité, c'est-à-dire des échanges. Il y a énormément d'humour dans ces groupes. Moi, j'ai sans doute, si je suis restée aussi longtemps faire du terrain, j'ai été happée par ça, parce qu'on rigole. Enfin, c'est des espaces très agréables de convivialité où elles ont une grande capacité relationnelle pour justement faire de ces échanges quelque chose qui puisse être donc on peut avoir envie de revenir d'un jeudi sur l'autre précisément parce que ça n'empêche pas le sérieux ou les discussions politiques se mêlent à des discussions très quotidiennes à elles sur la diversité, enfin tout ça est mélangé, c'est pas hiérarchisé. Ça repose aussi donc sur des relations de confiance qui sont d'abord construites sur le fait que c'est des petits effectifs. C'est des petits effectifs et qui repose un peu sur des mécanismes de fonctionnement qui ont lieu dans les groupes féministes, c'est-à-dire qu'on part de soi, de son point de vue, et ce qui fait que tout le monde a quelque chose à dire. Ça, c'est une base qui est très importante. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ces spécificités Il y a aussi effectivement à l'intérieur de ces groupes, ce qu'on dit dans l'article, c'est que même si ces femmes ne sont pas extraordinaires, il y a aussi des femmes qui vont jouer un rôle de meneuse. Alors, je ne sais pas si on dit, ça veut dire que c'est des entrepreneuses de cause. C'est pas l'animatrice qui va jouer ce rôle-là. C'est plutôt une alliance entre une animatrice salariée, donc qui va plutôt s'effacer. En termes de vision de travail, elle va plutôt s'effacer pour laisser la parole et ça fait émerger aussi des figures de femmes, je dirais des femmes qui ont un rôle de meneuse dans le temps social, qui vont porter tout un ensemble de sujets qui vont faire l'objet d'échanges, etc. et de support aux actions. Merci. Alors, pour reprendre un peu le fonctionnement tout à l'heure, est-ce que vous avez, vous, par rapport à, est-ce que vous avez pu lire quelques questions, des interrogations sur la manière dont on s'empare de ces questions-là, sur cet axe-là, ou si oui, ça peut être exprimé maintenant, puis on va ensuite, voilà, sinon, on peut prendre le temps aussi de réfléchir à ça. Je sais pas si vous... Ouais, vous avez des choses? Et du coup, on fait comme tout à l'heure, on enchaîne tout de suite avec les questions. Oui, justement, tu l'as relevé tout à l'heure, Jérémy, et en lisant l'axe C du projet, lutter contre les discriminations et rapport de domination et la note de bas de page, on garde ou pas le rapport de domination. Moi, je trouve ça justement important de vraiment garder rapport de domination dans le sens où justement c'est un rapport et ça permet aussi de se situer, c'est-à-dire de questionner aussi
je sais pas, ces privilèges. Enfin, moi, le fait que voilà, je sois blanche, diplômée, enfin voilà, avec des études supérieures. Enfin, en fait, ça permet aussi de voir que c'est dans un rapport parce que ce qu'on observe quand même dans les centres sociaux, c'est voilà, en lutte contre les discriminations, on va faire un repas interculturel où on va valoriser la diversité et je schématise, enfin, c'est certainement pas que ça, hein, mais voilà, pour moi, c'est vrai que lutter contre les discriminations et valoriser, enfin voilà, je reprends les termes, hein, valoriser la richesse culturelle, la diversité, c'est vrai que ce serait dommage de garder que cet aspect-là et qu'on n'ait plus justement, voilà, on est dans un rapport, donc, voilà, enfin, il est toujours de bien se situer aussi notre position au sein de ces rapports sociaux, de classe, de genre et ethno-raciaux aussi. Et je trouve que justement, c'est là où c'est compliqué enfin, on discutait tout à l'heure aussi avec Julie, on disait qu'il y avait un peu une impasse entre, enfin, essayer de dépasser cette impasse entre le fait de valoriser cette diversité culturelle et de dire, moi, j'adore les femmes maghrébines, j'organise des ateliers en direction de ces femmes. Enfin, ça a entendu d'une salariée blanche. Donc, entre ça et justement être dans un refus total et entendre les expériences de ces femmes. Voilà. C'est juste trouver un peu c'était de dépasser cette impasse, mais je ne sais pas trop de clés non plus, mais voilà. Alors oui, on avait tenté de... Une question que j'ai posée. Ouais, je vais la reprendre un petit peu, poursuivre le propos de Sarah, parce qu'on avait tenté de formuler quelques questions. Si on peut. Alors, pour suivre, justement, en reprendre l'idée Sarah, on se disait que quelle lecture pourrions-nous produire ensemble pour sortir de cette impasse de survalorisation de la diversité culturelle ou refus, enfin survalorisation ou refus de la diversité culturelle. Comment pourrions-nous travailler ensemble, produire ensemble une lecture, repenser en fait cette question, aller au-delà de la lecture culturelle. Autre point, on s'est demandé, voilà, on a parlé un petit peu de participation sous contrôle. Effectivement, ça renvoie, alors, sous contrôle, pas forcément un contrôle qui n'est pas intentionnel, hein, pas toujours conscient, qui renvoie à des postures ou à des pratiques, en fait. Donc, on disait, mais les pratiques d'encadrement de la participation ainsi que les postures choisies de la médiation, par exemple, telles on les a observées, qui tendent plutôt à pacifier les points de vue, à invisibiliser les expériences de domination vécues par les publics accompagnés. Donc, on se demandait comment pourriez-vous travailler davantage sur les discriminations raciales? Quelle formation au sein des équipes salariées bénévoles seriez-vous prêts à mettre en place? Bon, ça aussi, autre question. Alors, nous, en tant que chercheurs aussi, on s'est impliqués aussi. On s'est dit que ce serait intéressant pour nous de mettre en regard une plus grande diversité de cas. Sur cette question qu'on a précisément abordée avec Sarah. On serait vraiment très intéressés pour mettre en regard une plus grande diversité de cas et de situations pour comprendre plus finement ce qui se joue là dans ces tensions entre une mise en œuvre de principes républicains de laïcité, d'utilité, la prise en charge d'une différentialité. Et dernière question, la première qui revient à ce qui a été dit tout à l'heure passionnamment. Effectivement, on a observé, à partir des deux situations relatées, que les espaces d'entre-soi, bien, aussi étranges que ça puisse paraître dans les configurations étudiées, ne sont pas des leviers de politisation. Comment la fédération pourrait travailler à d'autres outils d'accompagnement pour entendre la parole des minoritaires? Et quoi? Des minorités. Vous avez une petite vérité pour passer aux questions du coup? Donc, on va prendre des questions rapides si vous pouvez. C'est une question à l'invité par le groupe, c'est le terme employé et une expérience pour faire
D'abord, moi, il me semble qu'ils n'ont pas capoté, mais à la lecture de l'article, ils ont vachement bien réussi. Pourquoi ils ont réussi? Alors, j'ai bien compris que le capoté, c'était le fait que les deux initiatrices ont été amenées à changer de salon. Il y a compris à l'augment mais il me semble bien que les vraiment bien réussi parce que précisément, individuellement et même collectivement, la Terre a continué après, avec j'ai révisé, l'apparition d'émergence en point, c'est supérieur, et puis l'Augustin, les différents féministes. Donc, pourquoi j'étais un peu petit? Mais au-delà de ça, est-ce que, quand on le dit comme ça, il n'y a pas là une réponse à la question que Magali a voulu poser sur comment généraliser ou sceller cette affaire? Est-ce que ça ne serait pas en capitalisant et au sens concret, matérialisé, comment ont été mobilisés les jeunes qui sont regroupés pour parler des situations qu'ils vivaient. Comment on a fait pour que leurs discussions les ont amenés à évoluer un grand nombre. Voilà. Et donc, c'est pas en capitalisant là-dessus qu'on pourra nous soutenir, nous, mutuellement, moi, j'ai une question par rapport à l'article de Julie Garnier. Julie Garnier et Sarah Réclus, je trouvais que cet article était assez critique et c'est tant mieux, moi je trouve, sur les pratiques et discours dans les sciences sociaux observés. Ce qui m'interroge et ce qui m'a un peu plus surpris, c'est que les articles donnés dans l'autre ouvrage sur par les gens des sciences sociaux, je les ai trouvés moins à charge et plus consensuels. Alors, est-ce que c'est parce que la thématique n'est pas exactement la même? On est dans l'un plutôt sur les processus de politisation et l'autre qui est vraiment un pas de côté sur la discrimination. Ou est-ce que c'est le caractère participatif? Parce que, alors, je crois même sur le même terrain, les mêmes centres et dans le cadre de la même recherche sur l'engagement. Et du coup, je me disais, est-ce que c'est parce que l'écriture de l'ouvrage était plutôt en termes de recherche participative et que du coup, on est un peu piqué par son écrit, etc. Voilà. Du coup, ça m'interroge un peu sur le cadre dans lequel l'article a été rédigé, les modalités, la recherche participative, ce que ça produit comme savoir, et ce que ça peut produire, y compris comme autocensure peut-être des chercheuses qui osent pas aller jusqu'à dire un certain nombre de mots que j'ai retrouvé beaucoup plus incisifs dans l'article vers la participation. Je dois penser à deux aspects dans les questions de s'aimer. Il y a peut-être quelque chose aussi à aller chercher là encore dans l'histoire. Je veux le registre aujourd'hui sous le regard de Jacques. Je pense au travail de Diane Adams, qui est référée comme étant la fondatrice de la notion de care, de prendre soin. Donc prendre soin d'abord des siens et ensuite prendre soin du territoire, de la housekeeping. Et je pense que là, il y a quelque chose peut-être à aller creuser sur ce que vous racontez sur le fait que les femmes deviennent des gardiennes significatives. Et puis, du côté de Marie Parker-Follett, avec la notion des amis, c'est-à-dire facilitation, fonction d'animation, c'est quasiment elle qui est, on va dire, à l'origine de ce champ, en tout cas, de mouvement de jeunesse, où elle travaille sur la démocratie avec John Dewey, une configuration particulière, et elle travaille sur la notion de stage-learning, c'est-à-dire, l'animateur, sa fonction, c'est de faire en sorte que les gens s'organisent. Et il me semble que là, il y a des éléments historiques forts qui pourraient être repris en compte. Et enfin, chez Dewey, la notion de démocratie, c'est en fait comment réguler les problèmes à partir de l'enquête et de l'expérimentation. Et en fait, ces femmes-là, d'une certaine façon, elles se mettent en enquête et elles se mettent en expérimentation. Donc, du coup, moi, il y a peut-être des bases historiques qui pourraient être remobilisées dans les démarches. Il y avait d'autres questions?
Alors, juste pour dire qu'il est moins 10. Pour inquiéter personne, ce que je vous propose, c'est qu'on déborde de 5 minutes et qu'on s'arrête vraiment à 5. Comme ça, pour pas inquiéter les gens qui voient l'heure passer. On a le temps de poser une dernière question et un petit temps d'échange. Par contre, on arrête vraiment, avec les 5 minutes de retard, on arrête vraiment avec les 5 minutes. Moi, j'avais 3 petites questions, mais je vais faire rapide. La première, on voit bien dans les présentations d'Hélène et Valérie, mais il faut des leaders, des meneuses, des entrepreneurs de cause, on peut les appeler comme on veut. Et en même temps, dans le cas de Lormont et de Grandvin, que je connais mieux, au fond, c'est pour ça que je me permettais de dire que peut-être que plutôt que capoter, c'est réprimer, le terme qu'il aurait fallu utiliser, c'est que c'est très coûteux, au fond, notamment pour les salariés, d'endosser ce rôle-là, et que dans ces expériences-là, ça a conduit à des pertes de financement, à une disqualification, et ça a eu des conséquences sur la trajectoire professionnelle. Donc, première question plutôt dirigée vers la Fédé, c'est, au fond, comment la Fédération des centres sociaux peut protéger, au fond, ces salariés-là, quand ils font, et dans quelle mesure, par exemple, dans le cas de Lormont, les salariés aient pu bénéficier de ce soutien fédéral, etc., ce qui permettrait peut-être, justement, on parlait des SMH, pour que ce rôle-là soit plus facilement endossé, que les coûts de l'engagement, au fond, soient mutualisés par une fédération. Deuxième question, sur la question un peu lutte contre la discrimination, je me demandais dans quelle mesure, en fait, moi je fais des entretiens en ce moment sur, auprès de salariés des centres sociaux ou pas, mais de l'éducation populaire, racisés, non blancs, descendants de l'immigration. Dans quelle mesure il y avait un travail aussi sur cette expérience spécifique-là des salariés en fait de centres sociaux, où il y a beaucoup de souffrance au travail, de certaine façon, qui remonte de ces entretiens-là, de la difficulté en fait, alors soit parce qu'on est assigné à certaines questions, la lutte contre la radicalisation, c'est pourquoi Mohamed, ou à l'inverse, au fond, on est jugé comme biaisé pour s'emparer, par exemple, de la question de la LCD. Voilà, est-ce que c'est des choses qu'il faut travailler en interne? En tout cas, il y a de la souffrance au travail, moi, que je perçois dans les entretiens que je peux conduire. Dernière question très factuelle. Moi, j'ai le sentiment sur le terrain qu'on consacre moins d'argent aujourd'hui à la lutte contre les discriminations. Alors, c'est vrai dans l'action publique en général, mais qu'en est-il du côté des entreprises? Parce qu'il y a moins de projets qui sont financés. Je regarde, par exemple, en fait, dans ma région, dans les Hauts-de-France, il y a eu un temps, en fait, où il a été cité plusieurs fois, Selma Bouamama, en fait, assurer tout un travail important, en fait, de formation des salariés, etc. J'ai l'impression que ce temps est un peu révolu. Est-ce qu'à l'échelle nationale, c'est le cas? Est-ce que, au fond, à l'image dans le projet fédéral aujourd'hui, alors, il y a une chose qui est d'afficher des priorités, mais en termes de moyens, est-ce qu'il y a moins de moyens aujourd'hui de consacrer à cette question? Ça pouvait être le cas par nos acteurs. Voilà, merci. Bon, il n'y a pas d'autres questions, personne n'est plus une dernière. Une question pour toi, Hélène, du coup, sur tu as étudié des groupes de jeunes et sur la manière dont on fait de la conscientisation collective à partir de problèmes individuels, et c'est pas le mécanisme qui permet aussi de faire changer les choses. J'observe que c'est quelque chose qu'on fait aussi aux échelles fédérales, donc on fait nos réseaux jeunes nationaux et locaux. Est-ce que toi, c'est un truc qu'on fait spécifiquement auprès des publics jeunes, parce que dans le social, ils essayaient aussi de le faire avec les publics familles mais pourquoi? Bon, c'est difficile de répondre aux questions. J'ai choisi parce que vous avez envie qu'on prend la télé, s'il vous plaît. Et moi, je vais porter la voix de la télé. Non, mais en plus, moi, j'ai une casquette un peu singulière et je peux le dire peut-être là, c'est que j'ai accompagné aussi des femmes en quartier populaire. On a rencontré le collectif de Lormont. Donc voilà, c'est un peu singulier pour moi d'avoir ce regard fédéral et en plus ce regard fédéral que je viens d'avoir parce que ça fait pas si longtemps que ça que je travaille à la fédération. Donc voilà, pour reprendre peut-être un peu, moi je retiens quand même l'idée là que vous avez donnée de conjuguer politisation et convivialité. Alors ça va pas nous aider à prioriser, à faire des choix, puisqu'on parlait tout à l'heure de la tension un peu entre cohésion sociale et transformation sociale, mais peut-être que là, en tous les cas pour l'avoir vécu, ces groupes-là, il y a quelque chose qui tient autour d'être ensemble, mais qui va bien au-delà des liens. Il y a beaucoup d'humour, je suis d'accord. Je crois qu'elles ont inventé le stand-up avant le stand-up, ces femmes-là. Mais en tous les cas, il y a sûrement quelque chose là qu'on peut tenir et qui peut, en tous les cas, dans le réseau, causer, parler. La question, c'est comment on va bien jusqu'à la politisation et c'est peut-être ce petit pas-là, enfin petit ou grand, je sais pas trop, qui a à franchir, mais en tous les cas, moi je me rappelle d'un truc, c'est Lormont en 2013 au Congrès de Lyon nous invitait à quelque chose
à vivre ensemble l'égalité et pas seulement à vivre ensemble. Et pour moi, ça conjugue aussi à cette politisation et cette convivialité, comment les deux vont s'entremêler et se donner finalement force et puissance, puisqu'il y a besoin de ce collectif sécure, safe, pour en tous les cas ces groupes de personnes minorées, racisées, etc., pour qu'elles puissent s'engager. Je crois que la question d'être sécurisée est importante. Et je répondrai pas et je laisserai mes collègues ou pas, on le laissera en suspens pour plus tard, la question du rôle de la Fédé, notamment vis-à-vis de ces groupes, vis-à-vis de ces professionnels, vis-à-vis de ces acteurs qui ont réalisé ces démarches-là, qui sont effectivement pleins et qui sont dans leur fin un peu violents pour les professionnels et aussi pour les habitants concernés. Voilà, je tiens à le dire, c'est pour l'ensemble de cela, donc je laisserai là-dessus, moi c'est un peu ce que j'ai retenu. Et participation sous contrôle, comment effectivement la question de... Il y a un vrai enjeu, je crois, de qualification des acteurs et de nos projets sociaux, pas uniquement des professionnels, mais de l'ensemble de ce qui fait vie dans notre réseau. Olivier Noël nous invite à porter les bonnes lunettes. Et sur la question de l'invisibilisation, peut-être de la pacification de ce que vivent les personnes minoritaires ou minorées. Et il y a peut-être ce premier pas, c'est d'adopter des lunettes qui nous permettent de les voir. Je pense qu'il y a un bout de quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on a du mal à, y compris nous-mêmes, à mettre des mots politiques, sans dire qu'il faut dire la politique à la place de ceux qui sont en train de l'expérimenter, etc. Mais il y a peut-être ça, et donc ça nous invite sûrement à qualifier, je dis bien les deux, les acteurs, mais aussi nos projets, et donc le travail sur le projet fédéral qu'on est en train de faire nous invite aussi à savoir. Donc c'est un peu autour de ces deux questions que j'ai envie de répondre. Les autres, j'ai plein de collègues dans la salle. Vous parliez à un moment de la problématique des formations sur la discrimination. Il y a dans nos catalogues de formation continue et professionnelle toute une série d'items qui correspondent à ça. Donc après, la formation continue, c'est lié aussi à l'envie des salariés d'y aller ou de pas y aller. Alors c'est vrai qu'il y a aussi l'intérêt que peut porter le management sur la formation, mais ça existe. Enfin, on a quand même pas mal de choses qui existent. Oui, pardon. Je n'en doute pas sur la question de la formation. J'en doute pas du tout sur la question de la formation, qui a été aussi indiquée par Julien tout à l'heure. Mais effectivement, moi aussi, j'ai été surprise quand je suis arrivée sur le terrain de voir qu'il n'y avait pratiquement aucun centre social qui se mobilisait sur la question de la lutte contre la discrimination. Et pour autant, j'ai bien conscience qu'il y a une formation et qu'elle est là depuis longtemps. Donc là, il y a un décalage. Ce que je propose, pour finir, c'est peut-être de choisir parmi les questions pour ce dernier tour de parole. J'avais retenu cette histoire de double article, comment ça s'était passé. Peut-être la question de voter, réprimer. Voilà, de choisir peut-être une réponse pour chaque article. Comme ça, Oui, alors, et non, merci pour cette remarque. Il n'y a pas du tout d'autocensure. C'est juste que c'est pas l'ouvrage revient sur la recherche engageure qui avait pour objectif de départ de réfléchir sur la façon dont le pouvoir d'agir était interprété, défini, approprié, mis en place, quelles étaient les pratiques. Et dans l'article qu'on a présenté avec Sarah, on a tiré un petit fil qu'on a vu au moment de l'enquête, en fait, qui n'était pas celui qui était au départ de la recherche. Et là, il y a ce décalage. Est-ce que vous recevez bien de ce décalage de départ? Ce n'était pas l'objet de la recherche. Maintenant, j'entends qu'effectivement, c'est un bel objet à vivre. Oui, pardon pour le terme capoté, en plus, on utilise pas du tout dans la mais je pense que vu que j'étais impliquée personnellement dans le policier, je l'ai vécu quand même un peu comme ça aussi. Et alors, effectivement, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans l'article, hein, ça a plutôt réussi si on regarde le critère politisation d'une partie des jeunes. Et assez forte politisation d'une partie des jeunes avec la création dans les deux cas d'associations par les jeunes eux-mêmes.
Le fait qu'il y ait un autre, enfin, dans les deux cas aussi, des jeunes qui sont engagés dans les partis politiques, voire qui sont devenus élus. Donc voilà, des vrais trajectoires de politisation qui continuent à être actifs. Et après, capoter sur, nous, c'était sur les effets sur l'action publique. Nous, on rêvait de transformer le système d'éducation et faire que l'État soit plus actif, que la police soit honnête, qu'elle est structurellement active. Non, mais c'est un rêve, mais d'un côté, on a fait un voyage en Angleterre où il y a un rapport avec personne qui dit, effectivement, on est institutionnellement actif. Et les jeunes ont rencontré des politiques qui leur ont dit ça. Donc, on a touché quand même des choses qui étaient de l'ordre. Et donc voilà, on n'est pas allé jusque-là, et on a même été jusqu'à un des jeunes leaders principaux qui s'est fait agresser par la police, qui s'est fait condamné par la police. Alors, c'est qui s'est fait agresser. Et en France, c'est pas en France. Et d'ailleurs, c'est un des trucs qui a précisé la fin de Policité, parce que ma collègue a été accusée de le soutenir en l'accompagnant au commissariat parce qu'il avait peur d'y aller tout seul pour retirer justement un papier suite à son interpellation. Enfin, il y a eu tout un tas de soucis comme ça qui ont vraiment été vécus comme des échecs quand même. Et effectivement, même du côté du grand forme d'égalité, ça a mis fin le fait que la directive puissante se fasse limiter d'office par la CAF suite au fait que les institutions autour ne faisaient plus de cette mobilisation, qui était estimée dangereuse. Le collectif a petit à petit s'est étiolé. Alors effectivement, ils ont fait une avance en toi, ils ont continué à parler, à capitaliser, à être invités de leur expérience. Et effectivement, on pourrait peut-être qu'on capitalise encore mieux. Ils continuent, eux, en tout cas, d'en parler. On pourrait encore plus les inviter pour faire de l'analyse a posteriori de tout ce chemin parcouru. Et pourquoi des jeunes peut-être parce qu'ils sont principalement dans les catégories comme la société des problèmes. Et sur le travail interne, ça résonnait pas mal parce que, notamment à Lormont, dans le collectif, petit à petit, les salariés racisés se sont investis, qui étaient jeunes, en fait, souvent aussi, des animateurs, mais ils se sont investis au même titre que les jeunes dans le collectif. C'était pas eux qui le pilotaient, ils n'avaient pas de fonction sur fond par rapport aux jeunes, mais ils se sont investis parce qu'en fait, ça allait concerner aussi tout cet enjeu. Et il y a eu aussi des enjeux de tension. On revient sur un article avec Sandrine Roux, qui avait fait cette enquête aussi avec moi à Lormont, sur un peu les tensions qu'il y a eu au sein même du centre social entre des salariés blancs racisés, entre des bénévoles blancs racisés autour de cette mobilisation. Donc il y a vraiment des problèmes aussi en interne, il y a peut-être des autodiagnostics à faire en interne déjà avant de traiter le problème en externe, comment on fait pour déjà que ce problème soit traité en interne des centres sociaux. Je voulais juste vous remercier pour les références et sinon pour suivre sur la question. Et juste, je voudrais juste je pense qu'effectivement, il faut réfléchir sur les conditions d'emploi des salariés qui vont mener ce type d'action, parce que plus ils seront protégés, et plus ils seront aussi en mesure de pouvoir agir sur le long terme. Merci beaucoup. Ce séminaire touche à sa fin. Je voulais remercier fortement toutes les personnes qui sont mobilisées sur ce séminaire. En premier lieu, toutes les intervenantes qui sont venues présenter leurs articles, mais aussi les membres d'équipe et du CA ont accepté de jouer le jeu des questions. Les personnes qui sont venues accepter de jouer le jeu de la table ronde aussi. C'était vraiment super. C'était hyper dense. Je pense qu'on aurait pu faire un séminaire entier sur chacun de ces deux systèmes et ça donne envie de poursuivre. Et merci à tous d'être venus et désolé pour les problèmes techniques pour les gens qui sont en vidéo.